Au-delà de ses ressources naturelles, au-delà de la beauté qu'elle offre au regard, la nature a beaucoup à nous donner. C'est même une source d'inspiration inépuisable. Gauthier Chapelle fait partie de ceux qui s'inclinent devant l'intelligence du vivant. Sa passion depuis 10 ans, le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est vraiment d'aller chercher les idées dans la nature, c'est de s'inspirer de tous ces trucs, de toutes les espèces qui nous entourent. Et par exemple, dans ce cas-ci, on est près d'une falaise calcaire. Une falaise calcaire, c'est le résultat de l'accumulation de plancton pendant des milliers d'années et aussi d'une activité bactérienne. Et finalement, c'est une autre façon de stocker le carbone qu'on trouve dans le vivant et qui est inspirante, puisque pour l'instant, on a les problèmes avec les changements climatiques de toutes ces émissions de CO2. Il faut stocker ce carbone. Et il y a maintenant des ingénieurs qui travaillent vraiment sur notamment les voies bactériennes pour stocker le carbone sous forme de calcaire, voire même à terme en faire un matériau de construction. Comme les coquillages cachés dans le sable, les idées sont partout. Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Il faut juste avoir le coup d'œil et l'envie de trouver. L'idée phare du biomimétisme, c'est vraiment que par définition, toutes les espèces qui nous entourent ont maîtrisé l'art de rester vivantes sur Terre depuis tellement de millions d'années. Et c'est justement un art qu'il nous faut vite réapprendre, puisqu'on sait tous les problèmes qu'on a en durabilité actuellement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est autant d'espèces autour de nous, on a des millions d'espèces littéralement qui peuvent chacune nous apprendre leurs petits trucs. Et par exemple ici, on a les coquillages qui nous apprennent, eux, à faire des matériaux de construction calcaires, à température ambiante, dans de l'eau, et qui en plus fixent du carbone. Donc ça c'est un premier exemple. Les coquillages aussi nous apprennent les moules, plus particulièrement comment faire des cols non toxiques qui fonctionnent dans l'eau de mer, et il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Et puis encore un autre exemple qui nous vient de la mer, c'est l'exemple de la fibre de verre. La fibre de verre, nous on la fabrique à plusieurs centaines, voire même milliers de degrés, alors que les éponges de verre, celle-ci ne vient pas d'ici, ça se trouve dans les régions abyssales, le font à 4 degrés. Donc ça a fasciné les ingénieurs qui ont maintenant été capables de reproduire la façon de faire pour produire des fibres de verre en utilisant beaucoup moins d'énergie. Il faut donc repérer ce qui fonctionne dans le monde du vivant. Voilà le fondement du biomimétisme, qui voit dans la nature le plus grand des ingénieurs. Nous sommes dans le sud-ouest de l'Allemagne, à Esslingen. À quelques kilomètres du centre historique se dresse un véritable temple dédié au biomimétisme. Même la barrière à air comprimé s'inspire de la nature, puisque c'est bien la langue du caméléon qui est copiée ici. Dans l'enceinte de la société Festo, nature et robotique se confondent, comme cet incroyable oiseau de métal qui pourrait presque passer pour un congénère de plumes. Équipé d'une caméra, il peut ramener des images en toute discrétion. Une nouvelle trouvaille des chercheurs allemands, le robot qui imite un poisson, en l'occurrence une raie. Une fois mise à l'eau, la fausse raie est aussi un véritable trompe-l'œil. Troisième exemple, des manchots électroniques. Décidément, il y a de quoi être médusé. C'est le mouvement des robots dans les fluides qui fascine les chercheurs. Que ce soit dans l'eau ou dans l'air. Air Penguin a été dessiné sur base d'un vrai manchot. Les 1200 litres d'hélium lui permettent de s'élever et il se déplace grâce à son battement d'ailes. On peut y aller.
Le principe est de transférer des idées de la nature vers des applications techniques. Les manchots ont une forme spéciale et sont très efficaces au niveau énergétique grâce à cette forme. Ça nous permet d'apprendre beaucoup sur les phénomènes de courant aérien parce que les manchots volent dans l'eau, comme les autres oiseaux volent dans l'air. Nous trouvions ça intéressant d'apprendre sur ces deux milieux, aériens et aquatiques. Le défi est qu'il faut tenir compte de la différence de densité entre ces deux milieux. Nous construisons des choses qui sont normalement faites pour l'eau. Donc, on doit les concevoir 1 millier de fois plus légères pour que ça fonctionne dans l'air. Donc, les constructions légères sont très importantes parce que ça nous apporte des solutions d'économie d'énergie. Il est presque réel. Oui. C'est à présent au tour de la raie de prendre son envol. Avec 4,20 mètres d'envergure et seulement 1,6 kg. Encore une fois, les ingénieurs ont visé la légèreté pour copier au mieux la réalité des mouvements. Elle est construite en fibre de carbone. On a observé que chez les raies manta, pour avoir une propulsion, il faut ce mouvement. Sinon, ça ne fonctionne pas. Avec l'air penguin, on a une torsion de l'aile passive. Donc ça veut dire que l'aile fait ce mouvement de rotation uniquement avec l'air. Ici, on a un servomoteur intégré et qui permet une torsion active. On utilise donc les flux d'air d'une bien meilleure manière. Nous présentons aussi maintenant le système avec prise d'aspiration. Oui, c'est pour ça qu'on entend le bruit. Oui, exact. Oui. Autre exercice, celui de la trompe de l'éléphant. Résultat de la fusion du nez et de la lèvre supérieure, elle lui offre une dextérité extraordinaire, comme on peut le voir sur ces incroyables images tirées d'Internet. Les éléphants ont une centaine de milliers de muscles dans la trompe. C'est vraiment complexe. Ça leur permet de la bouger comme ça et même d'avoir une vraie torsion. Ils peuvent tourner leur trompe comme ça et le bout de la trompe est très flexible. Ils peuvent donc attraper des choses très fragiles et aussi, par exemple, des troncs d'arbres très lourds. Tout ça est possible pour la trompe de l'éléphant. C'est vraiment fascinant. Grâce à la poudre de polyamide fondue et puis découpée au laser, les ingénieurs ont pu développer une trompe multidirectionnelle. Une fois remplie d'air, elle peut passer de 70 cm à 1,10 m et être contrôlée avec précision en régulant l'arrivée de l'air comprimé. Vu la légèreté des matériaux utilisés, non seulement la trompe de Festo consomme peu d'énergie, mais elle est sans danger lors d'une interaction avec les personnes. Pour parvenir à agripper les objets avec délicatesse, les ingénieurs ont développé une pince très spéciale, qui encore une fois fonctionne grâce à l'air comprimé. Mais surtout, elle adapte sa forme et sa pression selon les objets. Cette structure est dérivée des nageoires des poissons. Lorsqu'un poisson nage et que sa nageoire rencontre l'eau, la nageoire se plie dans la direction de la force, ce qui apporte au poisson une efficacité de mouvement maximale. Les principes fondateurs du biomimétisme sont appliqués à la lettre. La nature n'utilise que l'énergie dont elle a besoin et elle adapte la forme à la fonction. Pour aller encore plus loin avec la trompe, Marcus Fischer et son collègue Elias Knuben ont eu l'idée d'ajouter une mobilité supplémentaire au robot. Ce petit bonhomme à roulettes est décidément bien serviable. Merci. Voilà. Comme vous le constatez ici, il y a une véritable interaction entre l'humain et la machine. Et c'est rendu possible parce que les matériaux sont très légers et la structure est très souple.
On peut contrôler la tension du système à air comprimé et donc, c'est sans danger. Et il n'y a pas que les animaux qui inspirent les chercheurs allemands. Nous aussi, nous sommes l'œuvre de Dame Nature. Et notre corps a donné des idées pour élaborer cette machine à lancer des balles. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est l'un de nos premiers développements en termes de biomimétique. On l'appelle muscle fluidique. C'est un produit dont la dynamique est proche de celle du muscle humain. En fait, c'est un tube qui est rempli avec de l'air comprimé et qui peut devenir plus court et plus épais. On profite de cette force pour bouger des objets, comme vous venez de le voir. Ici, bien sûr, il ne s'agit que d'un jeu, mais les applications industrielles sont évidemment nombreuses. Les muscles fluidiques sont des acteurs extrêmement rapides. Comme vous pouvez le voir ici, sur une distance très courte, on a une grande rapidité de mouvement. Et on l'utilise par exemple ici pour faire du tri entre différentes pièces de métal. Le muscle robotisé devient une véritable machine à tri sélectif. Du côté du monde végétal aussi, la nature nous invite à comprendre et apprendre. Tiens, ben voilà un autre exemple. Cette petite plante, que tu as plantée, ça peut paraître une plante anodine, mais en fait c'est une plante terrestre qui s'est adaptée à vivre au bord de la mer et donc qui s'est adaptée à beaucoup de sel et qui pourrait servir de modèle pour développer des nouvelles façons de faire de la désalinisation de façon beaucoup moins coûteuse. Et ça c'est vraiment typique encore une fois du biomimétisme, on ne va pas juste extraire dans le monde naturel, on va apprendre et on va pouvoir faire autrement. Ces plantes sont devenues expertes en désalinisation, tandis que d'autres n'aiment pas du tout être salies par des mains boueuses par exemple. C'est l'effet lotus. Le lotus, c'est vraiment une plante qui est un bon modèle pour les biomiméticiens. Le lotus, il pousse dans les marais et donc il a intérêt à se défaire de la boue qui peut adhérer régulièrement. Et pour ça, il a développé une surface avec une forme tout à fait particulière qui permet aux gouttes d'eau de ne pas s'étaler, de rester ronde et ensuite de ruisseler et d'entraîner la crasse. Et ça, cette forme, elle a été reproduite sur toutes sortes de matériaux pour obtenir le même effet dit auto-nettoyant. Parmi les applications, les peintures auto-nettoyantes. À gauche, la saleté reste. À droite, elle s'en va. Plus fort encore. Voici la cuillère où le miel ne colle jamais. Et voilà, c'est propre. Fini la corvée vaisselle. On a plus de temps pour se balader. À la mer, par exemple. Et pourquoi pas aller à la pêche aux moules? C'est ce que j'aime avec le biomimétisme, c'est que ça nous ramène au temps de l'enfance. À ce moment-là, on prenait ça au sérieux d'aller à la pêche aux moules ou d'aller chercher des crabes. Et voilà, maintenant je peux le refaire en tant qu'adulte et aller chercher toutes les bonnes idées du vivant. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Et oui, même le plus petit organisme vivant est un modèle d'adaptation. Ceux avec qui nous partageons la même planète sont là depuis si longtemps qu'ils ont eu largement l'occasion de développer tout un tas d'idées géniales. Parmi les vieux de la vieille, les batraciens. C'est à cause d'eux, et plus précisément à cause des grenouilles, que Cécile van de Weert se balade près de cette mare un peu vaseuse. Les grenouilles, elles nous intéressent parce qu'elles vivent dans un milieu bourré de bactéries et elles ont résisté à cet environnement hostile. Pourquoi? Parce que sur leur peau, elles ont des petites protéines, des peptides, qui vont attaquer les bactéries. Et nous, en tant que biologistes, ça nous intéresse parce que ces peptides vont attaquer tout un lot de bactéries, un grand spectre, et il n'y a pas de résistance connue à ce jour. Puisque la peau des grenouilles combat naturellement les bactéries, l'idée de Cécile, c'est de la copier pour fabriquer des matériaux qui, eux aussi, seraient bactéricides. En route pour le laboratoire de biomimétique moléculaire de l'Université de Liège. Salut Maxi. Salut Cécile. Comment avance la production? Bien. On a pu produire 3 litres de peptides dans les bactéries. Et maintenant, je les purifie. On a 3 litres. Je démarre aujourd'hui toute la purification. Ok, parfait. Donc ce que fait que Maximiano ici, c'est produire dans des micro-organismes les peptides qu'on retrouve sur la peau des grenouilles. Donc ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que grâce aux outils de la biologie moléculaire, une fois qu'on a un peptide, on peut en connaître la séquence génétique et puis utiliser cette séquence comme une cassette et la faire produire dans un organisme hôte.
il produit les peptides, il va les purifier. Et ensuite, on va utiliser ces peptides qu'on va mettre dans des revêtements sur les surfaces d'acier pour leur conférer les propriétés antimicrobiennes. Tu peux me montrer sur ton ordinateur la nouvelle génération de peptides? Oui, bien sûr, je peux. Viens avec moi. Je vais te montrer les nouveaux peptides que nous avons ici. Par exemple, on a là un nouveau peptide en production avec les particularités suivantes. Ce groupe, par exemple, peut interagir avec l'eau, mais d'autres comme cela ou cela interagissent avec les surfaces. Je vais te montrer. Là, par exemple, on a le même peptide en interaction avec une surface. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien. En biomimétique moléculaire, on s'inspire de la manière dont la nature assemble des matériaux. Ici, on a l'exemple de la nacre, où en fait, quand on regarde de plus près, on voit ici une image en microscopie, on a un assemblage en couche par couche avec de la matière inorganique et entre chaque couche des protéines. Et c'est les protéines qui vont créer cet assemblage unique. Dans notre projet, on fait également des assemblages avec des briques qui vont permettre de faire une structure et on va insérer dedans d'autres briques qui vont apporter une fonction. Par exemple, nos peptides antimicrobiens. Ces revêtements à base de peptides, on va les appliquer sur de mini-plaques d'acier qu'on va baigner dans un milieu rempli de bactéries, l'équivalent de l'eau d'une mare stagnante. Et alors, ça dit quoi? Donc, on peut comparer un acier non revêtu. Ah oui, on voit bien que c'est on couvert voit de qu'il y a bactéries. des bactéries partout et un acier recouvert avec nos peptides Oui, on voit bien ici que l'agent antimicrobiens. microbien a diffusé même hors de l'acier, il y a nettement moins de bactéries. Ouais. Parfait. Les plaques d'acier sont fournies par les chercheurs d'ArcelorMittal, désireux d'améliorer ce matériau. Dans cette machine, on tente de résoudre les problèmes d'adhésion du revêtement ou coating antibactérien sur la surface d'acier. Oh bah ça a l'air bien, hein. Ça a l'air assez homogène. L'entraînement s'est bien passé. Oui. Oui, on dirait. En tout cas, on voit bien le coating. Il faudra peut-être travailler encore un peu sur cette partie-là, hein, mais bon, sinon, oui, non, je trouve que c'est pas mal. Pour un début, t'en penses quoi, toi? Je trouve que c'est bien, Oui, c'est hein. encourageant. La sidérurgie a énormément évolué ces dernières années. Grâce notamment aux innovations et au développement dans le domaine des traitements de surface et des revêtements, on arrive à apporter toute une série de nouvelles fonctionnalités sur l'acier. Alors la biomimétique moléculaire et les développements que nous sommes en train de réaliser avec l'Université de Liège sont un parfait exemple de fonctionnalités qu'on pourra obtenir sur l'acier après-demain. Ici, aujourd'hui, nous avons déjà l'opportunité de pouvoir obtenir des propriétés de ce type-là. Donc ce sont des propriétés d'auto-nettoyabilité. On va essayer justement d'obtenir une surface d'acier qui est la plus hydrophile possible, ou sur laquelle l'eau va s'étaler le plus possible et elle va avoir un effet lavant avec une couche mince d'eau qui va vraiment venir avec une parfaite affinité le long de la surface, renettoyer cette surface d'une manière homogène. Là, ce sont des plaques qu'on a revêtues avec le lot de peptides que vous nous avez envoyé. Donc, on a fait Cécile vient voir sur place comment Catherine Archambault et son équipe ont pu intégrer le revêtement antibactérien sur le métal. C'est aussi l'occasion de donner quelques explications sur les différentes améliorations du produit. Comment est-ce que vous avez travaillé sur le problème d'adhésion? Alors, une nouvelle fois, on s'est inspiré de la nature. On a repéré l'adhésif de moule, qui a des propriétés tout à fait particulières. Il adhère très bien en conditions humides. On a repris le principe actif, on l'a inséré dans des molécules chimiques et on est venu mettre une première couche avec cette colle. Et on a gratté avant de faire le test anti-bac. Et tu vois que même après grattage, on n'a toujours pas de bactéries. Ça veut dire que le revêtement a bien tenu sur l'acier. La colle de moule permet une adhésion maximale. En plus, on a ajouté des enzymes antibactériens issus de la bouche humaine. L'acier traité est désormais un champion de l'hygiène qui fait reculer les bactéries. Après l'épreuve des laboratoires, il est temps de faire un test grandeur nature, ou presque. En réalité, c'est une mini-ligne de traitement de surface pour une mini-bobine d'acier. Mini ou maxi machine, les conditions de sécurité sont très strictes et le port du casque obligatoire.
Alors, comment ça marche ? Le principe, en fait, c'est que l'on vient avec un cylindre chercher le liquide, et en l'occurrence, ce sera notre solution de peptide, et on va venir chercher le liquide pour venir l'appliquer sur la tôle qui va défiler le long du cylindre. Alors, ces nouveaux développements qui sont liés donc à des nouveaux traitements de surface par biomimétique moléculaire, ça va nous permettre de développer toute une nouvelle catégorie d'acier avec des propriétés de surface qui sont liées à une hygiène améliorée, des propriétés antibactériennes, des aciers qui vont faire en sorte que les bactéries ne vont plus pouvoir se développer sur la surface, anti-adhésion des micro-organismes, un nettoyage facilité. Et ça ouvre un nouveau champ d'application aux aciers, puisqu'on a besoin de ce type de fonction dans des domaines qui sont liés à l'agroalimentaire, le domaine de la ventilation, du conditionnement d'air, dans les hôpitaux, donc partout où la santé ou l'hygiène sont importants. Étant donné la complexité de la chimie du vivant, l'application du biomimétisme moléculaire à grande échelle pour l'industrie, ce n'est pas encore pour demain, mais peut-être pour après-demain. Quoi qu'il en soit, au-delà de la conception de nouveaux robots ou de nouveaux matériaux innovants, le biomimétisme propose également une vision plus globale. Pratiquement une nouvelle philosophie qui va à l'encontre de ce que la révolution industrielle a proposé pendant des décennies. Le biomimétisme, ce qu'il y a de fascinant, c'est que ça va au-delà de ces recettes technologiques sur comment faire un coquillage ou une éponge. Ça nous parle aussi de comment les espèces entre elles cohabitent et coopèrent et forment des écosystèmes comme une prairie ou comme une forêt qui durent. Et qui durent parce qu'elles sont basées sur l'énergie du soleil, qu'elles sont sobres en ressources, qu'elles sont basées sur la coopération, qu'elles recyclent leurs déchets. Tous des principes de fonctionnement qui nous sont utiles pour nous, pour apprendre à coexister avec les autres espèces dont finalement nous sommes interdépendants. Plus qu'une manière de faire et de voir, il s'agit d'être plus en accord avec les grands cycles du vivant. Si la survie de beaucoup d'espèces est liée à nos décisions, notre propre existence dépendra sans doute aussi à l'avenir de notre capacité à repasser par la case nature.